pas un hasard. Ce qui semble absurde a une explication. Mais ce qui semble être d'une logique déconcertante en a une aussi. On décortique, épisode par épisode. Quand on observe la façon dont vivent les gens à différents endroits du monde, on se rend assez vite compte d'une chose simple. Rien n'est vraiment universel. D'un pays à l'autre, les habitudes changent. On ne mange pas aux mêmes heures, on ne construit pas les villes de la même manière, et on ne se déplace pas non plus de la même façon. Là où certains endroits privilégient les transports en commun ou les petites voitures compactes, d'autres reposent presque entièrement sur des véhicules beaucoup plus imposants. La plupart du temps, on explique ces différences par la culture, le climat ou encore l'histoire locale. Et ce sont des bonnes explications. Mais elles ne suffisent pas toujours. Parce que derrière des choses qui nous paraissent normales, presque évidentes quand on y est habitué, il y a parfois des causes beaucoup plus discrètes. Des décisions anciennes, des règles économiques, des enchaînements d'événements qu'on ne voit plus, mais qui continuent à avoir des effets très concrets. Et parmi ces différences, il y en a une qui saute aux yeux dès qu'on compare l'Amérique du Nord avec beaucoup d'autres régions du monde. La place qu'occupent les pick-up. Ces véhicules sont plus hauts, plus longs, souvent plus massifs et surtout omniprésents. On les croise partout, sans qu'ils soient forcément associés à un usage précis. Ils sont là, ils font partie du décor. Alors que dans beaucoup d'autres pays, ces mêmes véhicules restent beaucoup plus rares ou cantonnés à des usages très spécifiques. Ce décalage soulève une question simple. Pourquoi ces grosses machines ont-elles pris autant de place en Amérique du Nord et pas ailleurs? Les explications les plus évidentes parlent de mode de vie, de distance, de besoins professionnels. Et oui, elles sont en partie valables. Mais en creusant un peu, on se rend compte qu'elles ne racontent pas toute l'histoire. Quand je me suis installé en Amérique du Nord, il y a plus de 10 ans maintenant, je me souviens même pas avoir remarqué ce contraste. En revanche, depuis, chaque retour en Europe pour des vacances a son petit effet de surprise. Les voitures y paraissent soudain plus petites, plus compactes, presque minuscules à côté de ce qu'on voit ici. Et ce contraste n'est pas tombé du ciel. Une partie de la réponse commence il y a plus de 60 ans avec une décision qui, à première vue, n'a absolument rien à voir avec l'automobile. Aujourd'hui, on remonte la piste d'un enchaînement inattendu qui a contribué à transformer durablement le paysage automobile nord-américain. Et c'est justement ça qui est fascinant. Les choses qui paraissent les plus évidentes sont souvent celles qu'on interroge le moins. Quand un objet, une habitude ou un paysage finit par sembler naturel, on oublie presque toujours de se demander comment il est arrivé là. Les pick-up en font partie. Ils sont là depuis si longtemps, en si grand nombre, qu'on a fini par les intégrer au décor. Mais ce décor n'est pas tombé du ciel. Il résulte d'une suite de décisions, de réactions, de contournements qui commencent bien avant leur domination actuelle. Et si autant de grosses voitures, de pick-up ou de camions, comme on les appelle au Québec, ont fini par s'imposer ici, c'est peut-être au fond à cause du poulet. Et pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter aux années 50. À cette époque, aux États-Unis, la production de poulet change complètement d'échelle. Grâce à l'industrialisation de l'élevage, les coûts baissent, les volumes augmentent et le poulet devient un produit bien plus abondant qu'avant. Ce qui, quelques années plus tôt, est resté encore relativement banal, devient soudain un énorme secteur économique. Alors forcément, quand on produit autant, il faut écouler les surplus. Une partie importante de cette volaille américaine part vers l'Europe, où les consommateurs découvrent un poulet congelé, bon marché, disponible en grande quantité. Sur le papier, c'est plutôt pratique. Dans les faits, c'est une catastrophe pour les producteurs locaux. En France, en Allemagne de l'Ouest et dans d'autres pays européens, l'arrivée de cette volaille à bas prix fait très mal. Les éleveurs locaux ne peuvent pas vraiment suivre. Alors les gouvernements réagissent en mettant en place des taxes et des barrières commerciales pour protéger leur marché. En clair, si le poulet américain arrive trop facilement et trop peu cher, il faut lui mettre un peu de frottement à l'entrée.
Et là, les États-Unis voient rouge. Parce que derrière les poulets, il y a des intérêts agricoles, des emplois, des États entiers, et donc une pression politique bien réelle. Le conflit ne reste pas longtemps cantonné aux rayons frais et aux congélateurs. Il remonte rapidement jusqu'à Washington. Et à Washington, la réponse ne se fait pas attendre. En 1963, le président Lyndon Johnson signe une mesure qui impose des droits de douane de 25%, ça nous rappelle quelque chose, sur plusieurs produits importés. Le brandy, l'amidon de pomme de terre, la dextrine et les camions légers. Le lien n'est pas très intuitif et c'est ce qui rend l'histoire un peu étrange. À première vue, on a l'impression d'avoir trois sujets sans rapport. De la féculerie, de l'alcool et des véhicules utilitaires. Mais dans le contexte de l'époque, c'est une riposte commerciale. Les États-Unis répondent aux taxes européennes sur le poulet avec des taxes américaines sur des produits sensibles pour l'Europe. Et parmi ces produits, le plus important pour notre histoire, c'est pas le brandy, c'est le camion. Parce que cette taxe de 25% va avoir une conséquence beaucoup plus durable que les autres. Le brandy, les fécules, tout ça, ça finira par se régler d'une façon ou d'une autre. Mais la taxe sur les camions légers, elle reste. Elle reste longtemps. Elle reste même très longtemps. Et là, il faut vraiment imaginer ce que ça change sur le terrain. Avant cette taxe, des véhicules comme le Volkswagen Type 2, plus connu sous le nom de combi Volkswagen, pouvaient encore prétendre à une vraie place sur le marché américain. Pas seulement comme minibus, mais aussi dans leur version utilitaire, en petits camions ou en véhicules de travail. C'est exactement le genre de modèle qui pouvait venir concurrencer les utilitaires locaux. Pratiques, compacts et souvent moins chers. Mais avec une taxe de 25%, tout l'équilibre se casse un peu la figure. Le véhicule importé devient plus cher et donc moins intéressant. Et quand la concurrence étrangère perd en compétitivité, le marché se referme naturellement autour des constructeurs américains. Ils n'ont plus autant de pression venue de l'extérieur et ça change complètement la donne. Et c'est là qu'entre en jeu un autre mécanisme tout aussi important, les normes CAFE. Elles sont mises en place aux États-Unis dans les années 70 et elles obligent les constructeurs à respecter une consommation moyenne sur l'ensemble de leurs véhicules vendus. Sur le papier, l'idée est super simple. Dans la pratique, il y a un détail énorme. Les voitures de passagers sont soumises à des exigences plus strictes que les camions légers. Autrement dit, tout le système pousse les constructeurs à privilégier les véhicules qui rentrent dans la bonne catégorie. Et plus la réglementation évolue, plus les gros véhicules deviennent avantageux. À ce stade, le pick-up n'est plus seulement un outil de travail, c'est un segment rentable, protégé et beaucoup plus facile à défendre qu'une berline sobre. Donc, si on prend notre fameuse chicken tax, la taxe sur le poulet, et qu'on y ajoute les normes CAFE, on comprend vite pourquoi les constructeurs américains se sont retrouvés sur une vraie autoroute. D'un côté, très peu de concurrence étrangère sur les camions légers. De l'autre, un cadre réglementaire qui rend ce segment encore plus avantageux que les voitures de passagers. Résultat, tous les poussent à faire des camions légers le pilier central de leur gamme. À partir de là, le raisonnement devient presque trop logique pour être honnête. Si les pick-up se vendent bien, s'ils sont rentables, et si en plus les concurrents étrangers ont du mal à rentrer sur ce segment, pourquoi chercher ailleurs? Attention, il ne faut pas tout confondre. Si les constructeurs poussent autant les pick-up, c'est parce que ce segment leur rapporte beaucoup. Mais si les pick-up se vendent aussi bien, c'est aussi parce qu'ils répondent à un usage très concret. Transporter, remorquer, charger, parcourir des longues distances, ou simplement offrir une polyvalence que beaucoup d'acheteurs trouvent utile au quotidien. Et c'est comme ça que les pick-up prennent encore plus de place. Pas parce qu'un jour quelqu'un a décrété que ce serait le véhicule préféré des Nord-Américains, mais parce que c'est un cadre économique et réglementaire très particulier qui a rendu ce segment beaucoup plus avantageux que les autres pendant des années. Notre fameuse taxe de 25% ne dit pas acheter des pick-up. Elle dit plutôt, sur ce terrain-là, les constructeurs américains ont beaucoup moins de rivalité. Et les normes CAFE ajoutent une couche supplémentaire. En gros, ça revient à dire, si vous voulez optimiser votre gamme, les camions légers sont souvent plus intéressants que les voitures de passagers. Et à partir du moment où un marché reste orienté de cette façon assez longtemps, il finit par produire exactement ce qu'il sait vendre le mieux. Dans ce cas-là, des camions plus gros, plus lourds et plus rentables.
Évidemment, les constructeurs étrangers ne sont pas restés les bras croisés. Subaru, par exemple, a équipé son Brat de petits sièges à l'arrière pour essayer de le faire passer pour un véhicule de passagers plutôt que pour un pick-up. L'idée, c'était simple. Si le véhicule change de catégorie, il peut échapper à la taxe. D'autres vont chercher des moyens encore plus tordus pour contourner la règle. Ajouter des sièges, importer le véhicule en kit ou alors sans certains éléments, puis le compléter une fois la frontière franchie. En gros, tout le monde se met à bricoler avec la définition même du véhicule. Et pendant ce temps-là, les constructeurs américains avancent dans un environnement beaucoup plus confortable. Ils savent que le segment des camions légers est protégé, rentable et très peu menacé par la concurrence étrangère. Ils ont donc tout intérêt à y investir, à le développer et à le mettre en avant. Et au fil du temps, la boucle se referme toute seule. Plus le segment est protégé, plus il devient intéressant pour les marques. Plus les marques l'exploitent, plus les pick-up deviennent visibles, légitimes, familiers. Et plus ils deviennent familiers, plus ils deviennent naturels. Et au final, tout ça finit par produire quelque chose d'assez étonnant. Un véhicule qui à l'origine est surtout un outil de travail devient peu à peu un objet du quotidien, presque un symbole culturel. Et c'est là que le pick-up dépasse son statut de simple utilitaire. Il ne sert plus seulement à transporter du matériel ou à tracter une remorque. Il devient un véhicule qu'on choisit pour ce qu'il dit de soi, pour l'image qu'il renvoie, pour la place qu'il occupe dans l'imaginaire nord-américain. Et une fois que ce glissement a eu lieu, il devient très difficile de faire marche arrière. Le marché est installé, les habitudes sont prises, les constructeurs savent où se trouvent les marges et les consommateurs savent ce qu'ils pensent acheter quand ils montent à bord. Au final, la taxe sur les poulets n'a pas créé à elle seule la domination des pick-up, mais elle a contribué à verrouiller un environnement dans lequel ce type de véhicule a pu s'imposer, se renforcer, puis se normaliser au point de faire partie du décor. Sans faire de la science-fiction, mais juste en poussant l'hypothèse un tout petit peu plus loin, je pense qu'on peut dire ceci. Sans la taxe sur les poulets, le marché nord-américain aurait probablement été moins verrouillé autour des gros pick-up et plus ouvert aux petits modèles importés. Le parc auto aurait sans doute été plus diversifié et un peu moins éloigné des standards observés dans d'autres pays développés. Et c'est probablement ça le plus frappant dans cette histoire. Une décision prise pour répondre à une guerre commerciale sur le poulet a fini, par effet domino, à modeler la forme d'un paysage automobile entier. La prochaine fois que vous verrez un pick-up immense, occuper 2 places de stationnement à lui tout seul, vous saurez qu'il n'est pas juste le produit d'une mode ou d'un goût local. Il est aussi, et peut-être surtout, l'héritier d'un conflit commercial vieux de plusieurs décennies dont les conséquences roulent encore devant nous. Et parfois, les routes racontent beaucoup plus d'histoires qu'on ne le croit. Merci de m'avoir écouté, c'était C'est pas un hasard, on se retrouve la prochaine fois.